Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 21 octobre pour le mug numéro 223. Bonjour à tous, je suis de retour normalement dans une configuration un peu plus adéquate on va dire, avec une caméra, enfin en tout cas une webcam, un micro et moi je peux vous voir là dans la chatroom également. Vous me dites que le son, vous me recevez 5 sur 5, en tout cas voilà, je suis ravie de vous retrouver dans des meilleures conditions ce matin. En plus le programme est assez juteux on va dire ce matin, pas mal de petits remue-ménages dans les news tech. Voilà, bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà au taquet là dans la chatroom. Salut Cyril, salut Crunchy, salut Jules, salut Akuta-kun, etc. Salut Samuel, on est ravis. Bah écoute, voilà, mutuellement, c'est parfait, on commence la journée du bon pied. Sans plus tarder, je vous propose quand même d'enchaîner avec les news tech. Il faut juste que je trouve le générique. Voilà, je suis encore un peu en période d'adaptation parce que parce que c'est la deuxième fois que je le fais avec la nouvelle organisation sur Twitch sur ordinateur. C'est la troisième fois normalement sur Twitch, mais c'est la deuxième fois sur ordinateur. Donc comme les génériques sont plus courts et qu'ils ont changé de place sur ma petite console, etc. Il faut encore que je m'y retrouve, mais on va y arriver. Et donc, par quoi on va commencer donc ce matin, pas mal de sujets intéressants. On va commencer doucement, parce qu'on vient de se lever. Vous profitez tranquillement de votre petit déjeuner. Donc, on va pas brusquer avec des sujets trop lourd ou trop compliqué, mais on va commencer par du divertissement. Voilà, comme ça on se met tranquillement dans le bain. Et de quoi va-t-on parler ? On va parler de Netflix ce matin. Petite mise à jour, c'est pas une news majeure, mais c'est quand même intéressant. Netflix va en tout cas continuer à tester des nouvelles méthodes de marketing pour promouvoir son service. Donc on en a parlé il y a à peu près, c'était fin septembre, donc à peu près un mois, comme quoi ils allaient enlever les 30 jours d'essai sur la plateforme, notamment dans certains pays comme aux États-Unis, etc. Du coup, ils vont pas laisser les utilisateurs en plan. Donc excusez-moi, il faut que je prenne mes petites notes sur Liner. On va y arriver. J'avais pas prévu ça. Mais on va... Voilà. Et ça ne fonctionne pas. Parce que c'est Liner. Ok, bon, on va rester sur ces articles. Donc qu'est-ce que je vous disais ? Du coup, je suis un petit peu perdue. Voilà, donc Netflix va lancer une sorte d'événement cette fois-ci. Donc, au lieu de se reposer sur 30 jours gratuits, ils vont mettre en place un événement qui va durer 2 jours, durant lesquels, en fait, tout simplement, la plateforme sera en accès complet et gratuit. Donc là, voilà, c'est une autre technique. Ils avaient testé aussi, donc les 30 jours d'essai. Ils avaient testé également de mettre un espèce de paywall, de mur payant, c'est-à-dire que certains contenus étaient disponibles gratuitement et la plupart du contenu de Netflix était derrière un mur de paiement. Désolée, j'ai des termes anglais en tête, derrière l'abonnement. Mais par exemple, vous pouviez regarder, il y avait des films en exclusivité, il y avait des premiers épisodes de séries. Et donc du coup, ou 2 ou 3 premiers épisodes de série, donc si vous étiez accroché par le contenu, notamment les 2-3 premiers épisodes de la série, vous avez envie potentiellement de continuer, ce qui vous permet d'être converti en utilisateur payant sur la plateforme Netflix. Donc ça, c'était une technique.
Les 30 jours gratuits, c'en est une autre. Et là, ils veulent mettre en place, en effet, cette espèce d'événement de streaming. D'ailleurs, le Chief Operating Officer a appelé cet événement le Streamfest. Et donc, il va se dérouler pendant 2 jours. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que pour l'instant, ils vont tester cet événement uniquement en Inde. Voilà, et c'est le 4 décembre prochain. Voilà, donc a priori le 4 et 5 décembre, puisque ça dure 2 jours. Donc voilà, d'un côté, je trouve que c'est assez intéressant de la part de Netflix parce qu'ils sont quand même très très bons en termes d'opérations promotionnelles, marketing. On l'a vu plusieurs fois pour le lancement et la promotion des séries exclusives sur Netflix. On l'a vu notamment pour Stranger Things. Enfin, il y a plein d'exemples. Je les ai pas tous en tête, mais il y a eu quand même pas mal de coups marketing. Enfin, il y a eu la station de métro à Stranger Things, il me semble. Mais bon, c'en est qu'un parmi tant d'autres. Netflix est très bon à ce genre d'événements, créer l'engouement en ligne et ensuite les driver sur la plateforme. Donc c'est assez logique qu'ils testent de la même manière le recrutement d'abonnés via ce type d'événement Streamfest. Là où moi personnellement je me pose une question, c'est que avoir certains contenus en accès gratuit, c'est une chose. Étendre l'usage pendant les 30 premiers jours, c'en est une autre. Mais en fait, ça s'étale durant toute l'année. Là, mettre à disposition gratuitement la plateforme en accès gratuit et libre pendant 2 jours pour tout un pays, ça veut dire que tout le monde va se précipiter sur la plateforme en même temps. Enfin, tout le monde, on leur souhaite, hein, c'est le but quand même de Netflix, mais le risque qu'il y a, c'est que tout le monde se précipite en même temps sur la plateforme. On a vu ce que ça pouvait donner au lancement de certaines plateformes. Bref, ça veut dire une grosse charge potentielle durant ces 2 jours. Et c'est comme c'est un outil de promotion, le service a intérêt à tenir le coup, parce que si vous pouvez pas streamer, parce qu'il y a trop de personnes en même temps qui veulent regarder ou utiliser Netflix, l'expérience elle est un peu pourrie. Donc c'est là où moi je me suis interrogée un petit peu sur cette tactique, si ça allait pas mettre en risque en fait la charge et les serveurs de Netflix pour supporter le nombre de personnes sur la plateforme. On avait discuté notamment aussi durant le confinement le fait de baisser un petit peu la bande passante, etc. Enfin voilà, Netflix, YouTube s'étaient exprimés sur le sujet. Donc là, du coup, d'essayer de rassembler tous les utilisateurs, je veux dire l'Inde c'est pas un petit pays hein, quand même, enfin donc rassembler tous les utilisateurs potentiels sur Netflix c'est assez étonnant. Après à voir. En tout cas, d'un point de vue marketing, ça tient, ça fait complètement sens. D'un point de vue, comment dire, supporter la charge, on va voir s'ils arrivent à tenir le coup. A priori, ils doivent être quand même sur 2. Ils ont dû faire des tests et des projections. Hein. Mais voilà. Alors, 2 jours gratuits sans s'inscrire préalablement. Max, non, en effet. Alors, j'ai pas d'informations là-dessus. Mais pour utiliser Netflix, tu dois toujours créer un compte. Et c'est au bout de ces 2 jours qu'il faut que tu résilies ou que tu stoppes ton abonnement. C'est souvent le cas. Sur Netflix, c'est facile. Je t'avoue que moi, j'aime pas trop ce genre de choses. Je crois que sur Netflix, tu peux résilier sans attendre et quand même profiter des 2 jours où, à l'époque, c'était 30 jours gratuits. Je sais que c'était le cas aussi pour Apple TV, par exemple. Quoique j'ai un doute. Mais moi, je sais que pour certains abonnements, notamment d'ailleurs pour Audible, mais qui est un sujet complètement différent puisque c'est des audiolivres, j'avais pu m'abonner et résilier directement mon abonnement, mais quand même profiter du mois gratuit. Donc voilà, donc ça quand on peut le faire, c'est toujours intéressant de pouvoir le faire, comme ça on n'a pas besoin d'y penser, sinon il faut pas hésiter à se mettre un petit rappel pour pas payer si on n'est pas intéressé. Sacré test de charge, l'Inde. Oui, non, mais complètement. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est l'interrogation que j'ai, honnêtement, sur la capacité de Netflix de supporter la charge de ses potentiels nouveaux utilisateurs. Ouais, Crunchy, ouais, tu me dis on peut faire ça aussi sur Netflix. Il me semble que oui. Oui, idem pour Disney+, t'as raison, Christ 2010. Oui, tu profites du service jusqu'à la fin de la période d'abonnement. Idem pour Disney+. D'accord.
Super, bah merci pour la confirmation, la chatroom. Donc voilà, donc test pour Netflix concernant une nouvelle méthode pour promouvoir justement le service aux personnes qui ne sont pas encore utilisateurs. J'ai résilié Salto aussitôt et je profite du mois gratuit. Ah, bon point, parce que moi justement, je me suis abonnée à Salto hier soir pour pouvoir vous faire la présentation ce matin, donc je vais pouvoir résilier. Merci tout de suite, Oles Photo. Mais on parlera de Salto en fin d'émission, un peu plus en détail, parce que c'est quand même hyper intéressant. Et donc on continue avec Netflix. Netflix, mais cette fois-ci on va parler un petit peu chiffres. Chiffres de trimestre, où ils en sont en termes de croissance, de revenus, etc. Enfin là on va plutôt s'intéresser à la croissance. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On revient un petit peu sur 2020. 2020, année grandement chamboulée quand même, dans le contexte particulier de la crise sanitaire mondiale. On sait que, on en a parlé à l'époque, Netflix a vu sa croissance exploser littéralement durant les mois de confinement qui se sont déroulés un peu partout dans le monde. Donc là, je vais voir si Liner a fonctionné. C'est le petit test à chaque fois. Non. Ah, d'accord, j'ai compris. Allez, ok, d'accord. En fait, Liner m'a ajouté 2 fois les articles à chaque fois. Ça, c'est super malin. Ok, tout va bien. Et donc, les chiffres un petit peu. Donc, ce dernier trimestre, là, dont ils ont partagé les chiffres justement cette fin octobre, Netflix a gagné 2,2 millions de nouveaux abonnés payants donc en ce 3e trimestre de 2020. C'est un peu moins que ce qu'ils avaient prévu, mais c'est assez logique avec ce que le CEO, Reed Hastings, avait dit à l'époque. Voilà, ils ont connu une croissance hors norme lors des 2 premiers trimestres. Puisque pour rappel, ils ont eu 28,1 millions d'abonnés en 9 mois, dans les 9 premiers mois de 2020, ce qui est colossal parce qu'en termes de comparaison, sur toute l'année 2019, ils avaient eu 27,8 nouveaux clients. Donc déjà sur 9 mois en 2020, ils avaient réussi à battre les chiffres qu'ils avaient accomplis pour toute une année en 2019. Donc c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. Mais en tout cas, Reed Hastings, lors du deuxième moitié de 2020, avait prévu justement, nous avons connu une croissance hors norme lors de ces 2 premiers trimestres. Par conséquent, nous nous attendons à ce que la croissance soit bien moins importante au cours de la deuxième moitié de 2020 par rapport à 2019. Et du coup, c'est confirmé, il s'est exprimé donc en juillet, c'est confirmé avec ce 3e trimestre qui voit la croissance ralentir puisqu'ils avaient anticipé 2,5 millions et qu'ils sont aujourd'hui à 2,2 millions de nouveaux abonnés. Mais bon, voilà, je pense que là, Reed Hastings a été plutôt prudent et avec tout à fait, de manière tout à fait pertinente. Il n'a pas vendu la lune non plus. Et du coup, au niveau de... Au niveau de la bourse, ils ne se sont pas non plus affolés. Netflix a eu quelques soubresauts, comme le dit Numérama. Ce 20 octobre, ils ont perdu 5% après la fermeture, mais rien de dramatique, rien d'inquiétant pour la plateforme. Donc si on regarde un petit peu les chiffres un peu plus en détail, quels sont les pays ou en tout cas les zones du monde où ils ont... J'ai un cheveu dans le visage, ça m'agace. Excusez-moi. Dans le monde, où est-ce que c'est... Enfin, où l'impact a été le plus important? Sans grande surprise, c'est sur un des marchés les plus mûrs pour Netflix aujourd'hui, c'est l'Amérique du Nord, où ils ont particulièrement subi justement le ralentissement de la croissance avec seulement 180 000 nouveaux abonnés, avec en comparaison au trimestre précédent 2,94 millions de nouveaux abonnés. Donc voilà, donc la chute est quand même assez colossale. Il y a aussi la région IMEA, donc ça c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique, qui a également un peu souffert, mais sinon il y a la région APAC, Asie-Pacifique, qui elle s'en est plutôt bien sortie. Voilà, mais c'est plutôt l'Amérique du Nord qui a pas mal souffert. C'est assez logique parce que
l'impact économique aux États-Unis avec, vous l'avez vu, hein, ces images de files de personnes qui vont recourir à l'aide d'associations, etc., pour pouvoir se nourrir, etc. Enfin, il n'y a pas le même type de protection aux États-Unis, que ce soit pour les travailleurs ou autres. Voilà, il n'y a pas le même type de protection aux États-Unis que ce qu'il y a en place dans d'autres pays, notamment en Europe. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux qu'eux, c'est juste que les systèmes sont différents, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et du coup, voilà, ça a potentiellement pas mal impacté aussi le pouvoir d'achat, même si on sait que c'est pas encore fini, et même en Europe, loin de là. Mais on va terminer quand même sur des nouvelles plus positives, en tout cas en ce qui concerne Netflix, puisque, vous le savez, durant le confinement, les tournages ont été stoppés. Et donc du coup, on commence à se dire qu'est-ce qu'on va avoir dans les mois qui arrivent, quels sont les programmes, est-ce qu'on va retrouver nos séries préférées, etc. Enfin bon, on a aussi quand même besoin de se divertir, de se changer les idées, et ça c'est vrai que pour ça Netflix fonctionne plutôt bien. Et Netflix a confirmé que ses plus grosses séries comme Stranger Things la saison 4 et The Witcher la saison 2, les tournages avaient repris. Voilà, donc vous pouvez vous rassurer, les tournages ont repris. Malheureusement, on en avait déjà parlé, c'est pas le cas pour toutes les séries, même si elles avaient été confirmées à l'époque avant le confinement. On en a déjà parlé, mais la série Glow, qui parle de catch féminin, a été arrêtée alors qu'elle avait été renouvelée. Hein. Elle a été arrêtée parce que la proximité entre les acteurs pour tourner des scènes de catch était trop importante et ne permettait pas de garantir un environnement de travail sécurisé, quoi, en termes durant cette crise sanitaire. Donc décision difficile évidemment pour toutes les équipes et même pour Netflix. Donc voilà, en tout cas, Stranger Things, The Witcher, c'est en route. Vous pouvez même suivre Henry Cavill sur Instagram où il vous fait la démo de ses petits runnings pour entretenir sa forme pour The Witcher. C'est assez rigolo. Mais bon voilà, il passe son temps à courir. Écoutez, hein, ça c'est le métier d'acteur. Chacun fait ce qu'il a envie. Voilà, pour Netflix, on a fait le plein d'informations. On continue. Je vais faire une petite pause quand même pour profiter de mon thé. Bonjour Marion, est-ce que c'est normal que je ne retrouve pas les épisodes de Naotech du lundi et du mardi sur Apple Podcast? Écoute, le parrain 88, j'aime beaucoup ton pseudo, je ne sais pas. Ah, bah voilà, Jérôme est déjà au courant du problème et ils y travaillent. Désolée pour le désagrément, on sait que ça peut être quand même... Enfin voilà, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir retrouver ces épisodes, mais on y travaille a priori. Marion nous fait partager ses petits plaisirs coupables sur Instagram. Honnêtement, je l'ai suivi. Pourquoi je l'ai suivi? Ah oui, vous vous rappelez quand il avait fait le montage de son ordinateur, il avait filmé un petit peu comment il avait monté son ordinateur lui-même, et ça avait fait le buzz sur Internet. Et en fait, c'est à ce moment-là que je l'ai suivi. Parce que je ne suis pas énormément de célébrités, pour être honnête, sur Instagram. Je préfère suivre des artistes que j'aime bien ou des photographes que j'aime bien. Et en fait, comme ça m'avait fait marrer et je l'avais trouvé assez décalé, je l'avais suivi du coup. Et je me retrouve avec un feed. Bon, il spamme pas trop, mais voilà. D'où le fait que je suis au courant qu'il entretienne sa forme pour The Witcher. Bref, c'est pas très intéressant, donc on va parler de choses quand même plus intéressantes. Et là, on va faire un petit tour du côté photo, puisqu'on parlait d'Instagram justement. Je me raccroche un petit peu comme je peux pour faire les transitions. On va parler de Google Photos qui sort un nouveau service aujourd'hui. Alors potentiellement pas disponible en France. A priori non, hein. Je pense que c'est plutôt aux États-Unis parce que c'est nouveau. Et donc, ils vont commencer marché après marché, et donc très logiquement dans leur marché d'origine aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, Google va vous permettre de recevoir chaque mois 10 photos dans votre petite boîte aux lettres, 10 de vos meilleures photos prises et stockées sur Google Photos, Google Cloud, etc. Et tout ça pour 6,99$ par mois. Voilà, donc vous n'aurez rien à faire. Tous les mois, avec la petite intelligence artificielle de Google, ils vont un peu mouliner, travailler dur pour détecter quelles sont les meilleures photos que vous avez prises
dernièrement et les envoyer directement chez vous. Alors, je trouve ça intéressant comme service. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une époque où aujourd'hui tout est très très numérique, tous nos supports, on a nos bouquins qui sont sur les Kindle, on a nos services de streaming qui sont sur les tablettes dans des applications très dématérialisées, encore plus même que la télé, on va dire. On a de moins en moins de papier, et du coup, toutes les photos qu'on prend, on prend beaucoup plus de photos qu'auparavant, mais on en profite peut-être un peu moins, puisqu'on n'a plus ce rapport peut-être à l'album photo, etc. Je trouve ça intéressant que Google propose ce type de service. Je pense qu'on s'est tous posé la question de comment pouvoir profiter un peu plus de ces photos, et sauf moi en tout cas, j'ai jamais fait l'effort ou j'ai jamais pris le temps de faire une sélection de mes photos, de les imprimer, etc. Alors, très rarement, et généralement c'est pour faire des cadeaux aux autres. Et moi j'ai reçu des cadeaux de personnes que j'ai énormément appréciés, et c'est là qu'on réalise, à chaque fois qu'on reçoit ce genre de petits cadeaux physiques, mince quand même, recevoir un album photo ou les avoir imprimés et pouvoir les afficher chez soi, etc., c'est quand même super super sympa. Ça permet quand même de se replonger, de sélectionner les souvenirs, etc., etc. Pardon, il sélectionne nos photos, il les lit et les analyse, et maintenant on doit payer pour nos propres photos. À Barzen, tu payes pour l'impression, le papier, l'encre et l'envoi. Google ne fait pas ça de gaieté de cœur. C'est pas une association caritative non plus. Donc en fait, tu ne payes pas l'analyse, tu ne payes pas forcément cette sélection, tu payes pour la facilité d'utilisation du service, le fait qu'on t'enlève la difficulté, tu n'as rien à te soucier et tu le recevras. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Tu peux aussi te poser la question, pourquoi je payerais pour la livraison? Je paye pour le magazine. Bah non, tu payes pour un service de livraison aussi. Voilà. Donc après, tu peux ne pas être intéressé, évidemment. Ça, chacun est libre, évidemment, de voir si ça l'intéresse ou pas. Mais en tout cas, je trouve l'initiative assez intéressante. Alors, vous pouvez choisir, aux États-Unis en tout cas, soit de le recevoir chez vous. Cela fait cher 10 photos, ça je suis assez d'accord avec toi. Soit de le recevoir chez vous, soit de l'imprimer dans l'un des points d'impression en collaboration avec Google. Et donc notamment ils ont fait une collaboration avec Walgreens et les pharmacies CVS. Donc c'est déjà pas mal, et Walmart aussi, donc c'est quand même pas mal du tout, parce que ça fait pas mal de points de vente où vous pouvez facilement imprimer vous-même les photos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment le but de Google, c'est de vous mâcher le travail, donc c'est de vous faire une sélection de photos, mais a priori, vous allez quand même pouvoir garder un certain contrôle, notamment avant que l'impression parte et soit gérée chaque mois. Vous aurez la possibilité quand même de modifier votre sélection de photos, choisir une finition, que ce soit mat ou brillant, etc., ajouter une bordure ou pas autour de vos photos, et ça, vous pourrez le modifier chaque mois. Donc ça, c'est des réglages de préférence. En termes de format, a priori, les photos que vous allez recevoir seront d'un format compatible carte postale, donc 4/6e, désolé, j'ai les mots en anglais, du coup j'ai du mal à... le format classique d'une photo. Bref, voilà, vous m'avez compris, j'espère. Voilà, bon, c'est sympa, dis donc, il y a pas mal de spam là ce matin, j'espère que vous allez quand même pouvoir... 10 x 15, merci Laetitia et le photographe. Voilà, les photographes sont dans la chatroom. Tout petit le format, je pensais que ça allait être plus grand. Je pense que Manu, c'est vraiment pour pouvoir les mettre dans un album photo. Ça reste quand même le format standard pour pouvoir faire votre sélection et vos albums photos. Vous pouvez aussi les afficher sur votre réfrigérateur, n'importe où. Ouais, je pense que ils ont choisi en effet quand même le bon format, même si ça peut paraître petit ou cher par rapport au nombre de photos qui ont été imprimées. Est-ce que je vous ai tout dit? Vous pourrez aussi, ça c'est intéressant quand même,
Vous pourrez aussi choisir de sauter un mois ou évidemment d'annuler le service. Ça, c'est un peu le même système que chez Audible. Vous avez la possibilité de mettre en pause l'abonnement, voilà, sans devoir annuler. Mais par exemple, il y a un mois où vous serez peut-être pas potentiellement pas disponible, vous n'avez pas pris de nouvelles photos, etc. Donc vous n'êtes pas forcément intéressé. Donc voilà, ça va être en test. Pour l'instant, ça va sortir, donc ça sort aux États-Unis, ça a été annoncé donc hier, et ils avaient déjà commencé le test plus tôt cette année, donc on verra un petit peu comment ils itèrent sur le service, et potentiellement on vous tiendra au courant quand ça arrivera en France. Voilà. Pouvoir geler l'abonnement, ça c'est utile. Ouais, en termes de logique, je trouve ça intéressant. Moi, je t'avoue que j'ai du mal à comprendre sur Audible. Puisque par exemple, j'avais voulu faire la période d'essai d'Audible et en fait j'ai oublié d'annuler le coût classique, et donc j'ai payé pendant 2 mois de plus, et après du coup j'ai voulu annuler mon abonnement, mais j'avais payé 2 mois, donc chez Audible tu as des crédits chaque mois qui s'accumulent, et donc au moment où j'ai voulu utiliser les crédits que j'avais cumulés pendant les 2 mois que j'avais payés mais que j'avais pas encore utilisés, j'ai pas pu les utiliser parce que j'avais annulé mon abonnement. Bref, j'étais là, mais j'ai quand même mon compte. Donc du coup, j'ai dû écrire au support Audible qui m'ont tout de suite remboursé. Ça, j'étais assez étonnée. Dans les jours qui ont suivi, ils m'ont tout de suite remboursé les crédits que j'avais pas utilisés. Donc ça, c'est bon à savoir. Mais voilà. Et du coup, la notion de j'annule versus je mets en pause, etc., il faut déjà savoir si on va utiliser ce service sur le long terme. Donc c'est pas forcément pour les nouveaux utilisateurs, c'est plus pour les utilisateurs qui savent, qui sont déjà convaincus par le service, mais qui là, c'est pas forcément le bon moment pour eux pour l'utiliser, donc ils vont le mettre en pause. Mais voilà, c'est vrai que pour un nouvel utilisateur, je trouve que ça complique un petit peu l'utilisation. Mais voilà. Merci, merci pour la modération, vous êtes à fond ce matin là. Merci beaucoup. On continue sur le gros sujet du jour. Gros sujet du jour, c'est Google face au département de la justice américaine. Ils se font taper sur les doigts, là, méchamment. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, le département de la justice américaine a enfin finalisé son enquête sur les pratiques anticoncurrentielles de Google. Et une plainte a été déposée mardi, donc hier, qui accuse Google d'avoir dépensé des milliards de dollars pour maintenir sa position dominante au détriment des concurrents et des consommateurs. Donc c'est ce qu'on appelle pratique anticoncurrentielle. Ça ouvre la porte à potentiellement une affaire qui durerait des années et qui risquerait changer le paysage de la tech, puisque va potentiellement va impacter Google et ouvrir la voie peut-être à des concurrents, et donc changer la forme de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Donc tout ça s'est passé après 16 mois d'enquête. Les experts ont rendu leur conclusion. Donc le géant est bien accusé de position dominante ou d'abus de position dominante sur le marché. Donc il y a 2 axes, la recherche, son moteur de recherche, et la publicité en ligne au détriment de la concurrence et des consommateurs. C'est du coup la plus grosse affaire qui s'ouvre dans le secteur technologique depuis 20 ans. Je pense que c'est pour ça qu'il faut quand même comprendre l'impact potentiel que ça peut avoir sur le secteur tech et sur Internet. C'est la plus grosse affaire depuis 20 ans. Rappelez-vous, pour ceux qui se rappellent, en 98, moi j'étais petit, donc je me rappelle pas. Enfin, un peu, mais... En 98, le gouvernement américain s'était attaqué à Microsoft et notamment son navigateur Internet Explorer qui était installé par défaut. Et qui ne facilitait pas la concurrence. Et suite à cette affaire, justement, ça avait permis à des concurrents, type Chrome, etc., Firefox et compagnie, de pouvoir émerger et de s'assurer d'une meilleure
concurrence, compétition entre les différents services. Voilà, donc ça c'était un exemple. Il y a d'autres exemples, hein. Il y a IBM aussi, ça c'était dans les années 78, un truc dans le genre, 78-80 je dirais. C'était IBM justement qui était accusé de position dominante et justement l'attaque sur la position, enfin les pratiques anticoncurrentielles d'IBM avait ouvert la voie au développement aussi de Microsoft. Donc vous voyez qu'à chaque fois quand une entité, une société devient un mastodon, un géant comme on les appelle de la tech, comme Google, mais il y en a plein d'autres qu'on regarde aussi du coin de l'œil évidemment, qui sont déjà en train d'être scrutés, mais Google est évidemment est l'évidence aujourd'hui. Ça cause du tort aux consommateurs parce que les consommateurs sont prisonniers d'un monopole et la concurrence n'a aucune chance de pouvoir entrer en compétition. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Donc qui a ouvert la plainte? Il y a notamment 11 États, tous républicains, parmi le Texas, qui se sont joints à la plainte, hein. D'autres États pourront s'y joindre plus tard dans un deuxième temps ou lancer leur propre procédure. Mais voilà, c'est clairement une plainte qui est initiée par l'administration Trump, qui avait déjà fait cette promesse au début de son mandat, hein, de s'attaquer aux sociétés technologiques américaines. Et donc, justement, là, a priori, il va y avoir des critiques sur comment ça a été initié, pourquoi ça a été lancé juste avant 2 semaines avant les résultats de l'élection américaine, coïncidence ou pas du tout. Voilà, donc évidemment, il y aura pas mal de feux d'appropriation politique autour peut-être de cette affaire, puisque c'est initié par l'administration Trump. A priori, même si Trump ou Biden passent, etc., ça sera quand même poursuivi par l'administration qui sera au pouvoir, mais il risque d'y avoir pas mal de débats autour de ça. En termes d'impact sur la bourse du côté de Wall Street, pas beaucoup de mouvements, hein. Voilà, sans toucher une, sans faire bouger l'autre. La bourse, voilà, la maison mère de Google a ouvert légèrement en baisse avant de se reprendre et de gagner plus de 1,3% dans la matinée à Wall Street. Donc, pour l'instant, pas trop de remue-ménage du côté de Google. On n'est pas super inquiet. Les autres points que je voulais aborder pour rentrer un petit peu plus en détail sur justement qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement, c'est notamment, donc il y a plusieurs aspects. Donc on parlait du moteur de recherche, et bien là on retrouve sur le fait que le moteur de recherche est le choix par défaut de nombreux navigateurs. Voilà. Et notamment, ce qui est pointé du doigt, c'est évidemment les appareils mobiles. Alors, on a tous évidemment le deal d'exclusivité négocié avec Apple. Je vous rappelle que pour Apple, dis donc, Marion, tu es bien trivial ce matin. Oh, et cinéma, je ne vais pas vous choquer quand même. Mais on a tous en tête le deal d'exclusivité du moteur de recherche de Google sur les appareils Apple. Pour rappel, quand même, c'est environ 8 à 12 milliards de dollars par an que Google paye à Apple. Donc voilà, c'est quand même une jolie petite somme. Pour vous donner une idée de ce que ça représente dans la trésorerie d'Apple, ça représente 20% du revenu net mondial annuel d'Apple. Voilà, rien que ça. C'est pas mal. Donc c'est intéressant. Vous voyez aussi que si on bouscule un peu les pratiques et que potentiellement on propose un autre système pour définir le navigateur par défaut, ça va à la fois impacter Google, mais aussi impacter Apple dans ce point-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pour comprendre un petit peu ce que ça représente, donc quand on dit moteur de recherche par défaut sur les produits Apple, c'est notamment le navigateur Safari, les iPhones, mais également l'assistant vocal Siri, mais également Spotlight, bref, la search qui est utilisée sur tous les appareils, quoi. Enfin,
C'est énorme. Et ces contrats exclusifs couvrent environ 60% du volume de recherche aux États-Unis. 60%, c'est juste colossal. Mais au-delà de ces contrats d'exclusivité aux États-Unis, il y a aussi juste le volume de recherche aux États-Unis. Aujourd'hui, Google a un monopole de 90%, ce qui est incroyable. Voilà, donc là, ils sont vraiment pointés du doigt là-dessus. Alors, d'un côté, il y a Apple, mais de l'autre côté, il y a également, évidemment, le système de l'OS, Operational System, j'arrive pas, le système d'exploitation euh, des appareils Android, enfin en tout cas Android, hein, qui est a priori gratuit, parce que ça c'est le grand truc de Google. Non mais on n'a pas de pratique anticoncurrentielle parce que ce qu'on fait, nos produits, c'est gratuit. Alors que c'est vrai que dans les autres cas de pratique anticoncurrentielle, on les pointait du doigt parce qu'il y avait un impact financier, ou en tout cas les services étaient payants. Or là, les services de Google sont gratuits, dans le terme gratuit qu'on leur connaît évidemment. Mais ça ne change pas que, voilà, Google, eux, se défendent là-dessus, ce qui est une position indéfendable en 2020, mais bon, ils se défendent avec ce qu'ils ont, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, le système Android est ouvert est gratuit, mais en réalité, ils ont plein de techniques pour maintenir le contrôle, notamment en bloquant des forks du software Android, de forcer la préinstallation des applications Google, notamment pour bénéficier du Play Store, vous devez installer d'autres applications par défaut, notamment le navigateur, etc. Et il y a également des accords de partage de revenus qui sont meilleurs si vous jouez avec les règles de Google. Donc évidemment, en fonction de la taille du partenaire, tout le monde ne pourra pas dire non ou tourner le dos à Google. Il faut être suffisamment musclé pour pouvoir se permettre de faire ça. Donc c'est là où les pratiques anticoncurrentielles rentrent en jeu. Et donc ça rejoint l'autre point, c'est que Google aujourd'hui, avec le monopole qu'ils ont sur le marché, ça devient très très difficile d'avoir un nouveau compétiteur qui rentre pour faire bouger un petit peu les choses. À savoir, aujourd'hui, Google est l'une des 3 sociétés de recherche aux États-Unis qui ont un système de web crawlers. Vous savez, ce système qui va parcourir Internet et les référencer pour tout simplement pouvoir vous afficher des résultats pertinents et à jour lorsque vous faites une recherche, etc. Les deux autres qui existent aujourd'hui sont Bing et DuckDuckGo. J'ai un petit peu du mal à parler. À savoir d'ailleurs, Yahoo, qui a 3% du marché, en fait, achète ses résultats à Bing. Donc voilà, il y a aussi ça. Donc maintenir cet index de recherche et tout ce système de référencement d'Internet, en fait, c'est très coûteux. C'est d'abord quelque chose à mettre en place, et donc il faut avoir la connaissance, l'expertise, etc. Mais en plus, il y a aussi un énorme coût à la maintenance et chaque année. Et donc du coup, en fait, ça ne permet pas à la compétition d'arriver et de bousculer le marché. Voilà, donc il y a ça qui est aussi assez intéressant. Et donc, plus évidemment vous pouvez récolter des informations, plus la recherche sera pertinente. Bref, ça s'entraîne, parce qu'en fait, tout est lié. Les deux piliers, recherche, monopole, vraiment, tous les business de Google sont tellement liés que si on les dissocie pas, en fait, ils vont écraser toute chance de concurrence. Et puis l'autre point sur lequel ils sont pointés du doigt, évidemment, c'est leur monopole en termes de publicité. Également, vous le savez, meilleur on est sur la recherche, plus on va pouvoir comprendre un peu ce que les gens cherchent et leur profil, et donc on va pouvoir mieux les cibler avec de la publicité. Et donc là aussi, on a quelque chose qui est trop colossal aujourd'hui pour Google.
Donc on n'a pas de solution proposée de la part du département de la justice, c'est encore trop tôt, là ils ont fait leur liste de plaintes, entre guillemets, c'est la première étape, et plus tard on va avoir justement des propositions qui va arriver. En tout cas, c'est assez rigolo, puisque Google s'est exprimé en disant que l'affaire et la plainte avaient été, était pas très bien ficelée, et surtout que les gens utilisent Google parce qu'ils choisissent d'utiliser Google, et non parce qu'ils sont forcés ou parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'alternative. On pourra regarder l'impact des choix par défaut sur le comportement des gens. Je pense que ce qui concerne Google ou tout autre sujet, le choix par défaut récolte 90% des paramètres finalement des gens. Donc voilà. Je pense que la notion de choix n'est pas la même pour tout le monde. Après, évidemment, demander à chaque fois aux personnes de choisir proactivement chaque paramètres, software, etc., c'est contraignant, c'est moins facile pour commencer à utiliser un service ou un smartphone, etc. À voir comment on peut le faire de manière intelligente. Mais c'est sûr que ça ne sera pas un sujet très très facile. Je vais voir si je vous ai parlé de tout et que j'ai rien oublié. Oui, c'était en 75 le cas IBM. Et en 84, il y avait AT&T qui avait permis d'ouvrir aussi des nouvelles opportunités sur le marché de la téléphonie. Et dans les années 90, ouais, c'était Microsoft. Voilà. Donc on a eu des cas à chaque fois qui ont changé un petit peu la forme du marché en question. Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est clair qu'il va y avoir ça va durer plusieurs années et qu'il y aura un impact à long terme sur le paysage Internet et sur les services technologiques des personnes que nous utilisons, vous et moi, aujourd'hui. Joli crash de l'application. Super. Voilà pour le gros sujet. Je lis un petit peu. Marion, il faut faire un naotech.com pour contrer Google. Non, Haken. Nous on aime bien en discuter, mais alors non. Tu vois, la publicité en ligne, non, je n'ai pas envie de bosser dessus. C'est pas un sujet qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est l'impact que ça a aujourd'hui et comment ça a mis en forme l'Internet que nous utilisons aujourd'hui, les services, et la compréhension de qu'est-ce que c'est qui est gratuit, mais je ne me verrai pas bosser là-dessus. La plainte n'est pas bien ficelée parce qu'elle est ultra politisée par les républicains. Ça, je suis d'accord, le Lilol, et c'est ce qu'on a parlé, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Elle sera, voilà, il y aura de l'appropriation, et évidemment, c'est pas un hasard si la plainte a été ouverte 2 semaines avant les résultats de l'élection, hein, mais ça ne sera pas quelque chose qui pourra être ignoré par l'administration Biden si Biden passe. Voilà. Parce que voilà, là on parle des États-Unis, mais je veux dire, Google s'est déjà fait attraper par l'Europe sur le même sujet. Donc c'est pas juste aussi les États-Unis, ça aura un impact à l'échelle mondiale. Voilà. On enchaîne avec une petite news du côté de Amazon. Où ils ont enfin lancé leur service de streaming, de gaming, de cloud gaming, voilà, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Luna. C'est mignon, moi j'aime bien le nom. On a Stadia, Luna, Shadow, mais bon, c'est pas que du gaming. On a Microsoft xCloud, etc. Donc voilà. Un nouvel acteur encore dans le cloud gaming, et cette fois-ci c'est Amazon qui arrive. Donc ils se sont lancés hier. Et Luna, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est donc
c'est sorti hier. Ils ont sorti aujourd'hui un accès limité à des utilisateurs qui comprend notamment 50 jeux et un support sur les plateformes Mac, PC, Fire TV et également pour la première fois une application iOS. Alors là, vous allez me dire, mais je comprends pas. Pour tous les autres services de cloud gaming, on a dit qu'on ne pouvait pas avoir une application iOS, etc., parce que ça enfreignait les règles de l'App Store, hein, puisque ça permettait d'accéder à des applications et à des jeux via une application différente de l'App Store, et donc ça, c'était pas possible. Et ben, en fait, ils ont utilisé une tactique tout à fait valable pour l'instant, en tout cas, tant que Apple ne met pas à jour ses règles d'utilisation de l'App Store, c'est qu'en fait, c'est une web app. Donc en fait, vous ne pouvez pas la télécharger dans l'App Store, il faut juste se rendre dans un navigateur. Enfin, juste, il faut faire l'effort évidemment, mais il faut se rendre dans un navigateur et ensuite il suffit tout simplement de la mettre en favori, de la sauvegarder sur votre page d'accueil de smartphone. Et après, vous y voyez que du feu, quoi. Vous avez pas, ça ressemble à une application traditionnelle. Donc voilà comment ils ont réussi à contourner les règles de l'App Store. En tout cas, Luna, le service de cloud gaming d'Amazon, commence à 5,99$ par mois. Qu'est-ce qu'on a donc en termes de performance, je vais pas rentrer complètement en détail. D'ailleurs, je vous ai mis dans le Flipboard de Nowtech un article de The Verge où justement ils ont déjà pu tester avec différentes configurations les performances du service Luna. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut quand même une plutôt bonne connexion supérieure au spec que Amazon a partagé. Ce qui est le point peut-être un peu gênant, c'est que lorsqu'il y a une mauvaise connexion, Amazon ne dégrade pas la qualité de la vidéo, mais a choisi plutôt de supprimer des images, quoi. On a un drop frame et du coup ça fait une animation saccadée jusqu'à ce que la connexion reprenne le relais ou que ça rattrape la vitesse du jeu. Donc ça crée des petits effets peut-être un peu étranges. En tout cas, un des avantages de Luna, c'est que les jeux, par contre, se chargent très vite, ce qui, en comparaison de Microsoft xCloud, est plus intéressant, parce qu'a priori, Microsoft xCloud, vous avez une bonne minute pour charger chaque jeu. Ou en tout cas pas mal de jeux prennent jusqu'à 1 minute pour charger. Là sur Luna c'est très très efficace, hein. Comme Stadia, ils ont des serveurs qui sont adaptés et efficaces pour ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc voilà la petite capture d'écran que je peux vous partager juste pour vous montrer comment installer l'application Luna sur votre smartphone. Donc tout simplement, vous voyez, vous êtes dans votre navigateur sur Amazon, vous visitez la page du service Luna et là vous aurez une explication sur comment l'installer sur votre iPhone. Voilà pour la prévisualisation. Et donc a priori les petits problèmes à rencontrer là, c'est notamment dans le navigateur, en tout cas dans cette web app sur iOS. Les problèmes qu'ils ont rencontrés, c'est des fois les contrôles le Bluetooth qui a dû être réactivé parce qu'il perdait justement la synchronisation avec les contrôles, mais a priori ça fonctionnait plutôt bien. En complément du service de cloud gaming, donc de la plateforme Luna en lui-même, en fait il y aura un système, Amazon lance un système de chaîne de jeux. En fait ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que au lieu de faire comme Netflix, c'est-à-dire que vous payez un abonnement et vous avez accès à tout, vous allez pouvoir choisir des bundles de jeux que vous allez payer par mois. Voilà, donc la première chaîne disponible, ça s'appelle Luna Plus Game. Elle coûte $6 par mois environ et a 50 jeux disponibles. Notamment, on a j'y connais rien, donc ne rigolez pas. Enfin, vous pouvez rigoler, remarque. Control, on a Metro Exodus, Gria, The Surge série, Sonic Mania, The SteamWorld Games, etc. Il y a en gros 50 titres. C'est sûr que c'est largement moins que ce qu'on peut trouver sur la plateforme Microsoft xCloud, qui ont environ 100 jeux, mais en même temps, c'est juste
le début aussi pour Amazon. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, ouais, Luna marche plutôt comme le câble avec ces systèmes de bundle que vous payez par mois. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus parce que c'est vraiment le début, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein. Mais ça serait intéressant de revenir sur le sujet un peu plus tard. Voilà. Du coup, je retrouve mon prochain article. Dernier article de la journée, dernière news. Il est 49, je vais faire ça rapidement. Juste revenir sur un petit événement Twitch qui s'est déroulé hier soir. Et en fait, ce qui s'est passé, on va parler un petit peu politique, hein, parce qu'on aime bien être polémique dans la chatroom. Non, je rigole. C'est un événement Twitch, il se trouve que c'est une personnalité politique qui a fait cet événement Twitch. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Alexandra Ocasio-Cortez, qui est donc une personnalité politique, puisqu'elle a été élue le 6 novembre 2018 en tant que représentante du 14e district de New York à la Chambre des représentants des États-Unis. C'est d'ailleurs la plus jeune candidate jamais élue au Congrès américain. Et d'ailleurs, elle se réclame du socialisme démocratique. Elle est plutôt alignée dans la mouvance Bernie Sanders, pour ceux qui souhaitent se repérer sur le scope politique, on va dire ça comme ça. Et donc en fait, Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on appelle également AOC, donc moi je l'appelais AOC hein, en français, on l'appelle comme ça avec ses initiales. Elle a fait ses débuts sur Twitch hier soir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle n'a pas... contrairement à d'autres politiques américains qui se sont créé leur chaîne Twitch et qui se sont appropriés la plateforme pour contacter leur communauté et parler justement des enjeux politiques, en fait, elle s'est appropriée Twitch pour jouer sur Twitch. Voilà, donc ça c'était assez rigolo. Et en fait, elle a lancé un tweet il y a pas très longtemps, je sais plus si c'était en début de semaine. Je regarde un petit peu rapidement. Je sais plus si c'était en début de semaine, etc. Mais elle a lancé un lundi. Donc ça a été super rapide. Elle a lancé un tweet lundi en demandant qui souhaitait jouer au jeu Among Us sur Twitch avec elle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Among Us, d'ailleurs l'équipe Naotech a playé. Oh j'ai honte. A joué. Voilà, là vous pouvez rire. Elle a joué avec Hardisk au jeu Among Us il y a genre 3 semaines je crois. Et qu'est-ce que c'est ce jeu? Tout simplement vous vous retrouvez dans un vaisseau spatial. Attends, j'avais un petit... Voilà, vous vous retrouvez donc dans Among Us, vous vous retrouvez dans un vaisseau spatial. Les joueurs incarnent des membres d'équipage et vous avez tous des tâches à accomplir pour faire fonctionner le vaisseau. Réparer les circuits électriques, surveiller la jauge d'oxygène, etc. pour que tout se passe bien. Mais en fait, c'est un peu comme le loup-garou. Hein. Au moins l'un d'eux est un imposteur et son rôle est de tuer un à un les autres membres de l'équipage sans être repéré. Donc voilà le principe du jeu. C'est vraiment le loup-garou mais dans l'espace. Et ça a l'air assez sympa. Et donc justement, vu devant le succès du jeu, elle a proposé à des personnes de la rejoindre pour jouer à ce jeu sur Twitch en live. Et donc ça s'est déroulé hier soir. Et énorme succès, c'est devenu une des plus grosses streameuses sur la plateforme Twitch, puisqu'elle a eu 435 000 viewers durant le temps complet du live sur son premier match d'après Twitch, ce qui est colossal. Pour vous donner une idée, Ninja, qui a le record sur un stream individuel, puisque c'était son cas sur un stream individuel, il a le record avec 600 000 viewers. Donc entre 435 000 et 600 000, il n'y a pas tant une grosse différence. Donc ça c'est assez impressionnant quand même. Alors il faut dire qu'elle a été rejointe quand même par des personnalités très très connues hein, de la plateforme. On a notamment eu, alors
pas forcément de la plateforme, mais on a eu le représentant Ilhan Omar qui l'a rejoint, mais ensuite on a eu aussi des streamers, on a eu Pokémon, Asanabi, This Guy's Toast, Dr Lupo et pas mal d'autres aussi qui l'ont rejoint pour des matchs. Il y avait également une chaude présentation du stream que des supporters ont préparé pour elle lorsqu'elle avait tweeté justement qu'elle voulait jouer à ce jeu. Donc voilà, vraiment là on était sur un stream assez impressionnant. Là, je vous partage une petite capture d'écran de la représentante justement durant un des jeux, une des parties. Donc assez rigolo. Petite anecdote sympa aussi. Alors attendez, je ne vois plus. Petite anecdote sympa. Durant la première partie, c'est elle qui a été désignée comme l'imposteur. Et du coup, alors qu'elle disait justement, je veux pas être l'imposteur, je veux pas être l'imposteur. Et elle a quand même réussi à tuer des personnages avant d'être repérée. Est-ce que j'ai d'autres choses marrantes à vous partager ? Je regarde. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'il faut retenir, notamment sur AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, c'est qu'elle n'en est pas à son premier essai en termes de jeu, puisqu'en fait, elle est assez rodée sur les techniques, sur ce genre de sujet, puisqu'elle avait déjà joué notamment à... Alors attendez, j'essaie de retrouver les informations. Mince, je suis perdue dans mon article. Elle utilise notamment Instagram Live de manière assez interactive. Enfin, elle est assez rodée sur les plateformes interactives et communautaires. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur le fait qu'elle rejoigne Twitch, et de plus en plus de personnalités rejoignent Twitch. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle avait déjà fait des jeux, notamment... Je ne vais pas réussir à retrouver. Bon, c'est pas très grave, très grave. Voilà, en janvier dernier, elle avait déjà joué à Donkey Kong 64 pour lever des fonds pour les enfants transgenres. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait eu aussi comme... elle a également joué à Silver 3 ou Silver 3 dans le jeu League of Legends. Elle s'était rangée Silver 3 en termes de niveau dans le jeu League of Legends. J'y connais rien, j'ai jamais joué, donc c'est pour ça que je découvre en même temps que vous. Elle a également joué à Animal Crossing New Horizons, comme Biden, etc. Et donc voilà, elle n'en est pas à son premier essai, mais c'est ce que je disais, comparé à d'autres politiciens, elle joue vraiment, quoi. Elle est d'une génération de gamers. Oui, je crois, elle a la trentaine, je crois. Elle a 30 ans, il me semble, un truc dans le genre. Bref. Ça serait drôle de voir Jean-Luc Mélenchon sur Among Us. Biden, il n'a pas joué, c'est son équipe de campagne qui a fait l'île. Oui, tout à fait, Price Obscure, tu as raison de clarifier. C'est un peu la différence, c'est que là, c'est vraiment elle qui joue, personnalité politique qui joue et qui anime la communauté, etc. C'est pas forcément son équipe de campagne qui fait ça pour, soi-disant, être bien vue des plus jeunes. Elle a 31 ans, très bien. Il y en a qui mènent l'enquête de manière plus sérieuse. Merci Guillaume pour l'information. Voilà pour les news tech. C'était son anniversaire. Bah oui, si elle est née le 13 octobre 89, c'était son anniversaire. C'était il n'y a pas longtemps, en effet. Donc voilà, c'est la fin des news tech. Je vous propose d'enchaîner sur découvrir en direct avec moi la plateforme Salto.
Alors voilà, on en est à la tartine. Juste avant de commencer, je vais quand même vous signaler que vous avez toujours la possibilité de gagner un mois gratuit pour tester Shadow. Vous savez, le PC dans le cloud, pas que du cloud gaming, mais cloud, enfin PC, on va dire plutôt. Pour tous ceux qui sont intéressés, le tirage au sort est vendredi et vous avez toutes les informations pour participer justement au tirage au sort dans la description de l'émission. Puis vous avez Samuel qui veille en vous partageant aussi les infos sur comment participer au jeu. Voilà. On enchaîne avec Salto. Marion a parlé de Salto dans le rendez-vous tech chez Patrick. Alors oui, Guillaume, j'ai parlé de Salto. Alors, j'ai pas parlé de Salto dans le rendez-vous tech. J'ai donné mon avis sur Salto. J'avoue que je n'avais pas du tout suivi l'information. Je n'avais pas trop regardé. Je ne m'étais pas du tout renseignée sur les prix, le catalogue, etc. Je connaissais les informations globales qu'on avait eues il y a quelques temps. Maintenant, peut-être un an, ça fait quelques temps qu'on en entend parler de ce projet Salto. Et il faut dire aussi que je ne suis pas du tout dans la cible. Et donc, à première vue, moi, j'avoue que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais je me suis dit, bon, c'est pas très constructif de se moquer, de railler, etc., sans avoir un peu regardé comment c'était foutu et qu'est-ce que ça proposait concrètement aux utilisateurs. Donc, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait ? Hier soir, je me suis abonnée à Salto. Vous pouvez tester gratuitement pendant un mois. Donc, je me suis abonnée. Et j'ai regardé un petit peu le service. Alors, je vais quand même vous récapituler un petit peu de quoi il s'agit. Donc, Salto, c'est la plateforme vidéo à la demande par abonnement, ce qu'on appelle SVOD, mais des chaînes françaises. Ça a été lancé mardi, donc hier, et c'est plutôt vu comme un service d'appoint à côté de Netflix et Disney+, et pas en compétition avec Netflix et Disney+. Concrètement, ils sont réalistes sur comment Salto peut se positionner par rapport à Netflix et Disney+. Ils ne sont pas là pour concurrencer à l'échelle mondiale, évidemment, le catalogue des géants comme Disney+, ou Netflix. On peut prendre un peu de recul sur Disney+, parce que franchement, le catalogue c'est un des points négatifs de Disney+, il manque d'exclusivité, c'est quand même des vieilles choses, etc. Donc voilà, on peut prendre du recul là-dessus. En tout cas, Salto ne tend pas à concurrencer des services à l'échelle mondiale comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, ou Apple TV, mais plutôt en complément, en proposant une expérience moderne, adaptée aux usages d'aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir choisir ses programmes quand on le souhaite, avoir des applications où on peut retrouver ses chaînes publiques directement accessibles, parce qu'aujourd'hui, chacune a son application, disons-le, c'est pénible. Il faut aller à chaque fois sur l'app de l'une, l'app de l'autre, etc. Et en plus, comme c'est pas leur cœur de métier, généralement, ça fonctionne pas très très bien. En tout cas, la qualité est assez inégale en termes d'expérience à travers les différentes applications des différentes chaînes. Et donc, l'idée d'avoir un seul service qui permet de regrouper à la fois des programmes en accès abonnement, type Netflix, abonnement avec des exclusivités, des sorties en avant-première, des programmes qui sont diffusés 24 heures après la diffusion américaine, par exemple, etc. Et des chaînes en direct. Vous ne payez pas pour les chaînes en direct, ça fait partie du service public, mais vous pouvez les retrouver facilement accessibles depuis l'app, vous pouvez retrouver en replay certains programmes, etc. C'est assez intéressant. En tout cas, l'initiative est louable. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a un abonnement qui varie entre 6,99 € par mois à 12,99 € par mois en fonction du nombre d'écrans que vous souhaitez en simultané avec le service. Donc ça, c'est pensé aussi pour la famille. Mais comme je vous le disais, vous pouvez tester facilement pendant un mois. Voilà, et pour répondre à potentiellement une question, vous devez quand même rentrer vos coordonnées bancaires ou en tout cas avoir des coordonnées bancaires qui sont déjà rentrées. Par exemple, si vous le faites comme moi depuis l'application iOS, vous allez avoir l'autorisation d'utiliser le paiement, votre méthode de paiement iOS sur Salto. Voilà. Mais a priori, ce qu'on nous a dit, c'est que, en tout cas, avec le système d'abonnement iOS, vous pouvez résilier immédiatement, tout en bénéficiant quand même pendant un mois du service. Donc, écoutez, je vous propose de regarder, de vous afficher un petit peu l'application, parce que c'est bien de parler, mais en fait, c'est plus intéressant de voir comment ça se passe concrètement.
hop, je vous montre ça tout de suite. Autant vous dire que j'étais très 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 méfiante quand j'ai commencé à explorer un petit peu la plateforme. J'avais toutes mes réserves. Alors en effet, ça ne s'adresse pas à moi, mon type de public. Je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas la télé depuis des dizaines d'années maintenant. J'ai 30 ans, donc ça va faire 15 ans, minimum 15 ans que je ne regarde pas la télé. Pourquoi ? Tout simplement, je suis partie en internat, et en internat, ça a fait un sevrage de la télé, et je n'ai jamais repris l'habitude de regarder la télé. Je ne regarde que des programmes que je choisis, etc. Que ce soit sur YouTube ou sur des abonnements, et voilà. Donc je ne suis pas du tout au courant de tous les programmes qui sont diffusés. Donc en effet, ça ne s'adresse pas à moi, mais ça ne veut pas dire que qu'il n'y a pas de public pour ce type de service. Alors écoutez, donc là, on se retrouve sur la première page quand vous ouvrez l'application, où vous avez différents comptes. Alors par défaut, vous avez mon compte qui s'appelle O, le compte que moi j'ai créé pour moi, et vous avez les deux autres comptes Kids et à plusieurs qui ont été créés par défaut. Donc on va aller sur mon compte et vous commencez déjà avec une application. On retrouve les codes des applications de streaming assez standard avec ce type d'abonnement, c'est-à-dire une mise en avant des programmes phares de la plateforme. Voilà, avec un titre, le type de programme, c'est-à-dire est-ce que c'est une série, un documentaire, un film, etc. Le ton, si c'est un drame, une comédie dramatique, un policier, voilà. Une petite phrase d'accroche, et vous pouvez ensuite voir le programme. Alors là, petite confusion, moi je me suis dit, est-ce que si je fais voir le programme, je vais lancer le programme ? Parce que voir, hein, c'est regarder, donc jouer le programme. Non, c'est juste aller sur la fiche. Ce qui m'arrangeait parce que je voulais en savoir plus. Enfin, pas forcément de ce programme-là. Moi, j'étais plus intéressée par, autant prendre un programme qui m'intéresse, celui-là. Et évidemment, tout ce qui est anglais, moi, ça m'intéresse. Puis en plus, c'est un fait historique, donc je trouvais ça intéressant. Et donc, du coup, là, sur la page du programme, vous pouvez retrouver un petit résumé du programme. Et c'est propre, hein. Franchement, vous avez les épisodes en dessous avec le titre où on voit pas grand chose, mais ça n'a pas grande importance. Vous avez au moins la durée, le numéro d'épisode et de saison, donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà en tout cas pour le programme. Et vous pouvez très facilement l'ajouter à votre liste. Vous voyez le petit plus et le petit cocher à côté du bouton play là. Vous pouvez l'ajouter à la liste. Donc moi j'avais choisi d'ajouter ce programme à ma liste parce que c'était un des seuls qui m'intéressait. Donc vous voyez, je me suis promenée hier soir. Donc en dessous de la mise en avant, vous avez les différentes catégories, hein. Donc vous avez en effet séries, cinéma, documentaire, actualité et magazine, divertissement, jeunesse, famille, télé-réalité. Donc les catégories sont plutôt pas mal choisies. J'ai du mal à voir la différence entre actu mag et divertissement. Donc là on a des émissions comme ça. Et ouais, d'accord, là c'est plus du reportage et l'autre c'est plus du divertissement. D'accord, ok, ça se tient. Donc les catégories sont plutôt bien choisies et assez parlantes, on s'y retrouve plutôt bien. En dessous, directement en dessous, vous allez pouvoir reprendre les programmes que vous avez commencé à regarder. Donc vous voyez, j'ai testé un épisode de Downton Abbey, j'ai testé le film de Marie-Antoinette de Sofia Coppola, et aussi un replay du journal de TF1, parce que c'est quelque chose qui est assez pratique, c'est pouvoir retrouver le dernier journal de votre chaîne quand vous avez raté soit le début ou que vous étiez occupé à ce moment-là. Moi, c'est un des usages que j'ai sur YouTube. J'ai toujours ma chaîne de news, d'actualité France 24, que je vais voir. Ils ont un live 24 heures sur 24. Et ce qui me manque des fois, c'est juste de pouvoir retrouver le dernier journal pour pouvoir le lancer. Voilà. Et autant vous dire qu'en termes de performance de streaming et scroller lors d'un programme, etc., ça fonctionne super bien, c'est très fluide. Vous voyez, j'ai vraiment scrollé ici, etc. Alors non, je vais peut-être pas montrer parce que sinon je vais me faire potentiellement striker, mais du coup je vais pas vous montrer le programme, mais honnêtement j'ai vraiment testé plusieurs différents programmes, le journal Marie-Antoinette, Downton Abbey, sur des choses, donc des films ou des programmes plus ou moins longs,
Et honnêtement, le streaming, ça fonctionne super bien, c'est fluide. Il y a quelques petits accros, mais c'est du détail, ça gêne pas du tout. Vous avez aussi facilement accès aux sous-titres. Donc par exemple, Marie-Antoinette, ça s'est lancé par défaut en français. Je ne regarde pas, je regarde les programmes en version originale par défaut. Donc j'ai pu changer très facilement lors de la lecture. Vous avez un petit icône sous-titre, vous pouvez le changer facilement. Et une fois que je l'ai fait, ça a pris en compte ce choix-là pour l'appliquer par défaut sur les autres programmes. Donc une fois que j'avais mis Marie-Antoinette en version originale, Downton Abbey était en version originale également. Donc là, il y a des petites choses intéressantes, intelligentes. Bref, on n'est pas dépaysé de ce qu'on attend en termes de fonctionnalités de base sur une application de streaming. C'est plutôt clair. Voilà. Après, vous avez différentes manières différents types de curation de contenu par des célébrités qui vont vous recommander des programmes, comme ici, par des créateurs, par des thématiques comme le rave américain ici. Voilà, il y a des choses pas mal intéressantes. Il y a des choses beaucoup plus anecdotiques, comme il suffira d'un signe. Alors là, franchement, voilà. Mais bon, il y en a peut-être un peu trop. Mais il y a des thématiques qui sont intéressantes, femmes de caractère, etc. Il y a des choses assez chouettes. Là aussi, il y a des petites choses sympas. Je pense qu'ils essayent de tester différentes choses et qu'ils vont ensuite voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On vous retrouvez les thématiques ici. Je ne suis pas sûre que cet écran ait un grand intérêt, surtout si c'est positionné très haut sur la homepage. Mais bon, voilà. Ça prend par la main. Et ici, vous retrouvez vos chaînes. Vos chaînes publiques. Et vous pouvez lancer le direct ou voir les replays. Donc là aussi, c'est assez intelligent. Vous pourrez retrouver les divertissements, les magazines par chaîne. Vous avez la recherche, qui est elle aussi pas mal occupée. Et ensuite, vous avez votre compte. Avec vos programmes. Voilà. Donc voilà pour Salto. Écoutez, je voulais vous faire cette petite démo quand même pour bon, il y a des petites choses un peu bizarres quand même. Hop. Donc là, je suis là et donc j'ai un espèce de curseur bizarre qui me fait ça et ça. Ah oui, c'est parce qu'il manque le titre, je pense. D'accord, il manque le titre. Donc en fait, quand je clique là, ok, c'est pas hyper intéressant. D'accord, ils ont peur que le scroll horizontal soit un peu pénible, ce qui est vrai en même temps, hein, c'est ce qu'on se dit sur Netflix. Ça peut être un peu pénible, mais c'est un petit peu bizarre. D'accord. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Franchement, l'application a l'air tout à fait fonctionnelle. Après, voilà, au niveau du catalogue, c'est à vous de voir. Il y a des programmes exclusifs. Il y a comme je vous disais, des séries qui vont être diffusées comme Boule, qui vont être diffusées en H24, c'est-à-dire 24 heures après la diffusion américaine. Il y a des films connus. Il n'y a pas que des productions obscures, etc. Il y a des films français également. Il y a des programmes familiaux. Bref, je pense que ça peut intéresser ceux qui sont intéressés justement par les programmes qu'on peut retrouver sur les chaînes. Donc à voir pour Salto, pour le développement, on verra si ça devient une référence en tout cas pour les Français. Ça reste un peu cher, moi je trouve. Je trouve ça trop cher. Mais bon. Il y a que moi qui trouve qu'il y a trop d'éléments avec des designs différents sur la homepage. Oui, Gaga, je pense que moi aussi je trouve ça, mais après je pense qu'aucune plateforme de streaming a craqué parfaitement le système de découverte de contenu et de recommandation. C'est pas évident. Voilà. On est tous habitués à Netflix, mais ils sont loin. Enfin, c'est pas. Il y a plein de choses que moi j'aime pas non plus dans Netflix. Voilà, écoutez, les 9h12, je me suis pas mal étendue. Je ne vais pas avoir le temps de faire un camp fac. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce petit tour de Salto vous a permis de vous familiariser avec la plateforme et de vous faire une idée si vous souhaitiez essayer ou pas. Voilà. Amazon l'a craqué mais pas dans le bon sens. Je suis pas. Je déteste l'application Amazon Prime Video, c'est une horreur. Bonjour Marion, question pratique, vous utilisez quoi pour caster l'iPad sur OBS? OBS en fait. Tu peux sélectionner un partage, paramétrer un partage d'iPad dans OBS.
une source tiers en fait. Il me semble, hein. Je me souviens plus. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. L'écran est branché sur le Mac. Oui, tout à fait, Maverick. L'iPad, là, actuellement, il est branché par câble Lightning à mon ordinateur. Comme ça, il peut le reconnaître et il est en périphérique. Je peux le détecter en périphérique sur OBS. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir suivi durant ce live. Et je vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Guillaume pour le prochain mug à 8h. Très bonne journée à tous. Bye bye.